L'Amérique n'a pas perdu l'espoir. Elle a perdu son argent. Derrière les chiffres spectaculaires et les titres optimistes, une autre réalité s'installe lentement. Une réalité plus silencieuse, mais beaucoup plus dangereuse. La dette des ménages a franchi un seuil historique, dépassant désormais les 18 600 milliards de dollars. Les cartes de crédit explosent, l'épargne fond, et une grande partie des foyers vit à une urgence près du basculement. Pendant que les médias parlent de consommation record, le moteur réel de l'économie américaine tourne sous perfusion. Près de 70% du PIB repose sur des consommateurs qui n'achètent plus par confort, mais par nécessité. Ils empruntent pour tenir, pas pour progresser. Les signaux s'accumulent. Les retards de paiement automobile augmentent. Les heures de travail sont réduites. Les prix de l'alimentation, de l'énergie, des assurances restent élevés. Et c'est précisément ainsi que les effondrements commencent. Pas dans la panique, mais dans l'épuisement. Car l'économie américaine ne repose ni sur la bourse, ni sur les bénéfices des grandes entreprises, ni même sur les décisions de la Banque centrale. Elle repose sur une chose simple et fragile, les dépenses des ménages. Chaque année, plus de 18 000 milliards de dollars proviennent directement des foyers. Loyer, nourriture, assurance, remboursement de dettes, consommation courante. Ce système ne fonctionne pas uniquement grâce à la productivité. Il dépend d'un flux continu de liquidités provenant des familles ordinaires. Et quand ce flux ralentit, tout ce qui repose dessus commence à vaciller. Les marchés peuvent monter sans que l'économie soit saine. Les entreprises peuvent préserver leurs marges en coupant les coûts. Même le PIB peut rester stable pendant un temps. Mais la consommation, elle, ne peut pas être truquée indéfiniment. Chaque dollar non dépensé ralentit la machine. À l'échelle nationale, une baisse de seulement 1 à 2% des dépenses des ménages représente des centaines de milliards de dollars d'activité économique en moins. Et cette perte se diffuse, baisse des revenus des entreprises, pression sur l'emploi, recul des recettes fiscales. C'est pour cela que la faiblesse du consommateur apparaît toujours avant les récessions officielles. Les entreprises le ressentent d'abord dans les volumes de vente, bien avant que les gros titres ne changent de ton. Les stocks s'accumulent, les promotions se multiplient, les marges se compressent. Et la réaction est mécanique, on réduit les coûts. Le premier poste concerné, c'est le travail. Le problème, c'est que les États-Unis sont particulièrement exposés. D'autres pays peuvent compter sur leurs exportations ou leur industrie. L'Amérique, elle, dépend avant tout de la consommation intérieure. Cela rend le système très puissant en période d'expansion et extrêmement fragile lors des ralentissements. Quand les dépenses ralentissent, il n'existe aucun moteur alternatif assez puissant pour prendre le relais. Les marchés financiers peuvent absorber des chocs pendant un temps. Les ménages, non. C'est là que naît une illusion dangereuse. Des prix d'actifs en hausse ne signifient pas une économie solide. Les gains boursiers profitent à une minorité. La consommation, elle, dépend des salaires, des heures travaillées et de l'accès au crédit. Lorsque les revenus stagnent et que les dépenses augmentent, la consommation ne s'effondre pas immédiatement. Elle s'effrite, lentement, presque invisiblement. Et c'est précisément cette érosion qui compte. Car lorsque les ménages continuent de dépenser sans que leurs revenus suivent, l'écart doit être comblé. Et cet écart ne disparaît jamais. Il est d'abord rempli par le crédit, puis par les paiements différés, et enfin par une pression financière qui s'accumule mois après mois. C'est à ce moment-là que l'illusion de solidité économique prend forme. Les chiffres de vente battent des records, mais ils ne reflètent plus la santé du consommateur. Ils reflètent l'inflation. Quand les prix augmentent plus vite que les salaires, les montants dépensés peuvent grimper même si le pouvoir d'achat s'effondre. L'économie semble active, mais elle est creuse. Un panier qui coûtait 100 $ il y a quelques années en coûte aujourd'hui 130 ou 140. Les commerçants encaissent plus, mais les consommateurs repartent avec moins. Et cette distinction change tout. Le vrai signal, ce n'est pas le chiffre d'affaires. Ce sont les volumes. Quand moins de produits sont achetés par transaction, la demande faiblit, même si les revenus semblent solides. La croissance nominale peut masquer une contraction réelle pendant longtemps. À cela s'ajoute un autre facteur trompeur, la croissance démographique. Plus de personnes dépensant un peu moins chacune peut gonfler les totaux nationaux sans améliorer la situation financière réelle. Résultat, un chiffre global flatteur qui dissimule une baisse de la consommation par habitant. La pression économique ne se mesure pas à la quantité d'argent qui passe en caisse, mais à ce qu'il reste une fois les dépenses essentielles réglées. Et les comportements confirment cette tension. Les tickets moyens augmentent, mais le nombre d'articles baisse. Les promotions arrivent plus tôt. Les stocks ne se vident qu'après des réductions agressives. Ce ne sont pas des signes de confiance. Ce sont des signes de résistance.
Les consommateurs ne cherchent plus à consommer davantage. Ils rationnent. Cette illusion est dangereuse parce que les décideurs réagissent au toto, pas aux nuances. Tant que les dépenses semblent tenir, la pression reste forte pour maintenir des conditions financières strictes. Pourtant, sous la surface, la consommation n'est plus un choix. Elle devient une obligation. Les dépenses essentielles remplacent la liberté de consommer. Et ce basculement est lent à inverser, car il est dicté par les niveaux de prix, pas par l'humeur des ménages. Le plus risqué dans tout cela, c'est le timing. Historiquement, les dépenses nominales culminent souvent juste avant les récessions. L'inflation gonfle les chiffres précisément au moment où les ménages atteignent leurs limites. Cette illusion crée un faux sentiment de sécurité. Lorsque les volumes commencent enfin à chuter dans les résultats des entreprises, les finances des ménages sont déjà fragilisées. Et quand les consommateurs continuent de dépenser malgré la perte de pouvoir d'achat, la vraie question n'est plus leur solidité. C'est comment ils financent cet écart. Aujourd'hui, ce n'est plus l'épargne. C'est la dette. Tout se resserre. Pas lentement. Pas par étapes. Mais de partout, en même temps. C'est exactement la phase dans laquelle se trouvent aujourd'hui les ménages américains. Une pression qui arrive simultanément sur tous les fronts, sans répit, sans amortisseur. Les hausses de coûts ne se succèdent plus, elles s'empilent. Et surtout, il n'existe plus de marge pour les absorber. L'assurance est devenue l'un des accélérateurs les plus violents. Dans de nombreux États, les primes d'assurance automobile ont bondi de 20 à 40%. L'assurance habitation, surtout dans les zones à risque, a grimpé encore plus vite, ajoutant parfois plusieurs milliers de dollars par an aux dépenses fixes. Du côté de la santé, les franchises et les frais non remboursés continuent d'augmenter, transférant discrètement toujours plus de risques financiers vers les ménages. Ce ne sont pas des choix. Ce sont des tickets d'entrée obligatoires dans la vie moderne. À cela s'ajoute l'énergie, qui amplifie la pression. Les factures d'électricité, de chauffage et de climatisation ont changé de palier. Entre les coûts du carburant, les tensions sur les infrastructures et les hausses de tarifs, l'énergie grignote aujourd'hui une part bien plus importante du revenu mensuel qu'il y a seulement quelques années. Contrairement aux dépenses discrétionnaires, l'énergie ne peut pas être reportée. Elle passe en priorité, ou elle ne passe pas. L'alimentation, elle, n'a jamais réellement redescendu. Les prix ont peut-être cessé d'augmenter aussi vite, mais ils se sont stabilisés à un niveau bien plus élevé. Une hausse de 25 à 30% sur les courses n'a pas été effacée. Elle a été figée. Et cette nuance est essentielle. La stabilisation ne restaure pas l'accessibilité. Elle verrouille la perte de pouvoir d'achat. Les ménages n'ont alors qu'une option, réallouer. Et ce rééquilibrage se fait au détriment de tout le reste. Le logement vient achever cette compression. Les loyers restent élevés après des années de hausse. Les mensualités de crédit immobilier reflètent des taux plus élevés appliqués à des prix déjà gonflés. Qu'on soit locataire ou propriétaire, se loger absorbe aujourd'hui une part historiquement élevée du revenu. Ce n'est pas une pression cyclique. C'est une pression structurelle. Le vrai danger, c'est la synchronisation. Autrefois, certaines hausses étaient compensées par des baisses ailleurs. Ce mécanisme d'équilibrage n'existe plus. Assurance, énergie, alimentation, logement, santé, tout augmente en même temps. Et lorsque les dépenses fixes explosent simultanément, la consommation discrétionnaire ne diminue pas progressivement. Elle disparaît. Les choix politiques accentuent encore cette dynamique. Le durcissement des échanges et les barrières commerciales renchérissent les coûts de production, qui finissent toujours par être répercutés sur les consommateurs. Dans un système déjà à la limite, même de petites hausses ont des effets disproportionnés. Sans épargne, l'impact n'est pas linéaire. Il est brutal. C'est ici que la dette, autrefois utilisée pour lisser les chocs, commence à perdre son efficacité. Les obligations mensuelles augmentent, les prix montent, et il ne reste plus d'espace pour manœuvrer. La consommation devient rigide, fragile, réactive. Elle tient jusqu'au prochain changement. Et ce changement, c'est le revenu. Lorsque la pression vient de tous les côtés, tout repose sur la stabilité des revenus. Si celle-ci faiblit, même légèrement, le système ne s'ajuste pas. Il se fissure. Cette fragilisation ne fait pas la une des journaux. Le marché du travail ne s'effondre pas par des licenciements massifs. Il s'effrite. Lentement. Silencieusement. Les chiffres de l'emploi peuvent rester positifs pendant que le pouvoir d'achat réel se dégrade. Les entreprises, confrontées à une demande plus faible et à des coûts plus élevés, réagissent autrement. Moins d'heures supplémentaires, des plannings réduits, des primes supprimées, des embauches gelées, des contrats non renouvelés. Rien de tout cela ne compte comme du chômage. Pourtant, chaque mesure réduit immédiatement les flux de trésorerie des ménages.
Une baisse moyenne de seulement 2 à 3 heures payées par semaine, appliquée à grande échelle, retire des dizaines de milliards de dollars du pouvoir de consommation annuel. Et les augmentations salariales nominales ne compensent pas cette érosion. Elles sont dépassées par les assurances, le logement, l'énergie et la santé. L'emploi existe sur le papier. Le revenu réel, lui, stagne ou recule. C'est là que naît un décalage dangereux entre les statistiques officielles et la réalité vécue. Les travailleurs ont un emploi, mais se sentent de plus en plus contraints. Les entreprises renforcent cette tendance en ajustant discrètement leurs coûts. Les postes vacants ne sont pas remplacés. Les exigences augmentent. La discipline budgétaire prend le pas sur la croissance. Les données du marché du travail ne captent pas cette dégradation. Elles mesurent la perte d'emploi, pas la perte de qualité. Elles ignorent les heures réduites, les avantages supprimés, les revenus secondaires qui disparaissent. Résultat, le marché du travail semble résilient pendant que le pouvoir d'achat s'érode massivement. Et dans une économie déjà dépendante du crédit, cette combinaison est explosive. Les dépenses fixes montent. Les revenus se contractent. Les remboursements absorbent une part croissante des salaires. La flexibilité disparaît. Les ménages perdent la capacité d'encaisser le moindre choc sans conséquences financières. Les comportements changent. Les achats deviennent défensifs. Les dépenses discrétionnaires s'affaiblissent. Les retards de paiement augmentent. La demande ralentit, non pas brutalement, mais continuellement. C'est ainsi que la faiblesse du marché du travail se diffuse dans l'économie. Pas par un effondrement soudain, mais par une accumulation silencieuse. Et lorsque les dégâts apparaissent enfin dans les statistiques officielles, les bilans des ménages ont déjà payé le prix. Ce mécanisme n'est pas nouveau. Il a précédé chaque grande récession moderne aux États-Unis. Au départ, ce mécanisme n'est pas déclenché par la peur. Il ne vient ni d'un choc émotionnel, ni d'un effondrement de confiance. Il vient des chiffres. Tout simplement. Lorsque des millions de ménages subissent, même légèrement, une baisse de leurs revenus réels, la demande globale s'affaiblit automatiquement. Pas par choix, mais par contrainte. Le premier point de transmission, c'est le volume de consommation. Avec des dépenses fixes déjà élevées, la moindre pression sur les revenus oblige à trancher ailleurs. Et ces coupes ne se font pas au hasard. Les dépenses les plus flexibles disparaissent en premier. Les voyages, les restaurants, les biens durables, tout ce qui n'est pas strictement nécessaire. À grande échelle, une baisse d'à peine 1% de la consommation réelle retire entre 180 et 200 milliards de dollars de l'activité économique annuelle. Cet argent ne s'évapore pas. Il manque quelque part. Et il manque d'abord dans les comptes des entreprises. C'est ici que l'illusion de stabilité commence à se fissurer. Les hausses de prix ne suffisent plus à compenser la baisse des volumes. Les promotions se multiplient. Les marges se resserrent. Les résultats déçoivent, parfois légèrement, parfois à peine perceptiblement. Mais ces écarts comptent. Les entreprises cotées sont valorisées sur la croissance, pas sur l'immobilisme. Quelques points de revenus en moins peuvent effacer des milliards de capitalisation. Quand les marges sont sous pression, la réaction est toujours la même. Les coûts sont réduits. Les investissements sont reportés. Les projets d'expansion sont mis en pause. Les embauches ralentissent encore. L'intensité du travail diminue. Ce ne sont pas des décisions prises dans la panique. Ce sont des choix rationnels de gestion du risque. Mais ces choix ont une conséquence directe. Ils renforcent la pression sur les revenus des ménages. À ce stade, le ralentissement devient enfin visible dans les données macroéconomiques. Les ventes au détail stagnent en termes réels. L'activité industrielle s'affaiblit. Les révisions de bénéfices deviennent négatives. La croissance du PIB ralentit. Le mot « récession » revient dans le débat public, mais toujours trop tard. Quand la confirmation arrive, la boucle est déjà bien installée. Les politiques économiques réagissent avec retard. Les banques centrales n'interviennent qu'une fois la détérioration impossible à nier. Les baisses de taux et les injections de liquidités stabilisent rapidement les marchés, mais elles ne réparent pas instantanément les finances des ménages. Elles ne recréent pas l'épargne. Elles ne restaurent pas les revenus perdus. Elles ne font pas baisser des prix déjà durablement plus élevés. C'est pour cela que cette boucle est si dangereuse. Chaque étape renforce la suivante. La pression sur les revenus affaiblit la consommation. La faiblesse de la consommation comprime les bénéfices. La pression sur les bénéfices pèse sur l'emploi. Et la pression sur l'emploi affaiblit encore la consommation. Le système tourne sur lui-même jusqu'à ce qu'une force extérieure l'interrompe, soit une intervention massive, soit une contraction brutale. Ce qui caractérise cette phase, c'est le décalage. Tout semble fonctionner,
jusqu'au moment où ce n'est plus le cas. Les indicateurs se dégradent sous la surface pendant que les chiffres visibles tiennent encore. Ce délai nourrit le déni. Il donne l'impression que le ralentissement est temporaire, gérable, isolé. L'histoire montre l'inverse. Lorsque cette boucle atteint une taille suffisante, elle ne se défait pas doucement. Elle accélère. Les décisions de consommation ne cherchent plus l'optimisation, mais la préservation. Les entreprises privilégient la survie à la croissance. Le crédit se resserre au lieu de s'élargir. La confiance ne disparaît pas d'un coup. Elle s'érode, jusqu'à ce que les comportements changent partout en même temps. C'est pour cela que les crashs semblent soudains. Ils sont construits lentement. La boucle ne se manifeste pas au début. Elle devient visible seulement après avoir déjà transformé l'économie. Et elle ne s'arrête pas seule. À ce stade final, l'activité continue non pas par force, mais par obligation. Les factures sont payées jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus l'être. La dette est honorée jusqu'à ce que les limites soient atteintes. Cela crée une illusion de solidité bien après la disparition de la résilience. Le choc arrive quand le choix disparaît. Quand les contraintes remplacent la décision, les dépenses ne ralentissent plus. Elles se figent. Dans une économie où près de 70% du PIB dépend de la consommation, ce gel transforme une tension diffuse en défaillance systémique. Ce qui semblait progressif devient soudain synchronisé. Les entreprises le ressentent immédiatement. Les revenus chutent plus vite que prévu. Les bénéfices s'effondrent avant que les prévisions ne s'ajustent. Les actifs sont revalorisés sur des flux réels, pas sur des hypothèses optimistes. Les pertes de crédit s'étendent, forçant un resserrement encore plus fort. Et le cycle continue, sans panique. Les finances publiques encaissent alors le choc suivant. Moins de consommation signifie moins de recettes fiscales, tandis que le service de la dette reste élevé. Avec une dette nationale approchant les 38 000 milliards de dollars, la marge de manœuvre se réduit précisément au moment où le soutien devient indispensable. Les réponses arrivent. Mais trop tard pour annuler les dégâts. Car le déni ne se termine pas avec des titres alarmistes. Il se termine avec l'arithmétique. Quand revenus, crédits et épargne sont épuisés en même temps, les comportements changent partout, instantanément. Le système ne s'effondre pas dans le bruit. Il cède sous son propre poids. Et c'est pour cela que le crash ne s'annonce jamais à l'avance. Il devient visible seulement quand il n'est plus possible de l'ignorer.